Eh ben, on va enchaîner directement donc avec le témoignage de Patrice Gauthier, donc vice-président à Dinan Agglomération et maire d'Evran, voilà, qui va nous présenter l'action donc de Dinan Agglomération. Il intervient avec sa casquette de vice-président. Et voilà, et donc, comme je disais, on enchaînera ensuite avec la présentation de Agnès Hervé, adjointe à Saint-Potent. Patrice. Bonsoir à tous. Donc, Patrice Gauthier, donc maire d'Evran, qui est une commune adhérente à Brudette depuis 3-4 ans, qui est, alors juste pour dire deux mots, hein, Evran, c'est 300 repas jour en scolaire plus un EHPAD. Mais en scolaire, on est en gestion concédée avec un partenaire privé qui se passe plutôt pas mal. Mais voilà, comme disait Camille, je vais parler au nom de ma vice-présidence agriculture à Dinan Agglomération. Alors, je vais partager l'écran. Alors, certains, hein, c'est une présentation qui n'a pas beaucoup évolué depuis 6 mois, qu'on a déjà présentée pour Saint-Brieuc-Aglo, des communes au nord de Rennes, Lannion, etc. Donc, il y a peut-être des redondances. Et juste pour vous dire, il y aura un bilan qui sera fait de tout ça à la fin de l'année. Donc, il y aura quelque chose d'un petit peu plus frais et de plus chiffré aussi dans quelques mois. Alors, juste... Ouais. Hop. Partager l'écran. Voilà, ça doit être bon maintenant, je pense. Oui, c'est bon. Donc, donc je vais parler. Donc, en fait, notre projet alimentaire territorial a été démarré dès 2017 et on appelle maintenant ça une stratégie alimentation agriculture qui englobe le PAT. Juste quelques mots pour ceux qui connaissent, qui ne sont pas tout près de Dinan Agglomération. Donc voilà, on va du Cap Fréhel, du Cap Fréhel jusqu'à Dinan, Plouer-sur-Rance. On descend à Évran, donc près de Rennes Métropole, et jusqu'au pays de Cosne. Donc un territoire assez grand, comme dans le reste des Côtes d'Armor, on n'a plus que 8 EPCI, donc des grosses communes ou comités d'agglomération, qui est un peu la particularité par rapport aux autres départements. Ce qui nous permet aussi d'avoir peut-être un peu plus de moyens humains consacrés, puisque c'est plus mutualisé. Dinan Agglomération créée en 2017, 64 communes et 97 000 habitants. Donc en gros, 100 000 habitants, 100 000 hectares. Et avec donc les EPCI voisins, qui sont nommés ici parce qu'on en tient compte quand on caractérise notre appellation produit local. On considère, pour l'instant en tout cas, que c'est issu de Dinan Agglomération ou des EPCI voisins. Sur cette diapo, sur la consommation, en rouge à gauche, vous avez donc ce qui ne concerne pas directement l'article 24 de la loi Egalim. Donc, en gros, la consommation domicile avec à peu près 45 000 ménages, auquel il faut rajouter un équivalent de 5 000 ménages vis-à-vis des nuitées touristiques. Environ un peu plus de 300 lieux de restauration collective commerciale, à peu près 30 GMS, 60 épiceries-boucheries, 21 marchés de plein air et 30 lieux de distribution d'aide alimentaire. Voilà, ce sont des chiffres encore provisoires, puisqu'on n'a pas forcément un diagnostic très précis. Ce n'était pas notre priorité non plus pour l'instant sur le PAT. Notre priorité, elle est à droite, en bleu, avec 15 accueils petite enfance et 10 accueils de loisirs sans hébergement, qui sont plus ou moins sous compétence Dinan Agglomération, donc communautaire, où là, on avait travaillé au départ, mais un petit peu moins présent en ce moment. 50 restaurants scolaires des écoles primaires, donc c'était notre premier focus au niveau du PAT. 12 restaurants scolaires secondaires, donc de collège, de lycée, donc qui ne sont pas sous la maîtrise d'ouvrage de Dinan Agglomération, évidemment. 6 accueils handicap, une trentaine d'EHPAD, un hôpital, et puis quelques, mais assez peu, restaurants, entreprises ou administrations. Donc, ce total en bleu représente entre 120 et 130 établissements de restauration collective publique, donc qui font l'objet de l'article 24 de la loi Egalim, vis-à-vis notamment des taux en approvisionnement en produits durables, qualité et en bio.
Du côté de la production, donc on a environ 1200 agriculteurs qui sont répartis sur les 64 communes. Alors 1200 agriculteurs sur 800 fermes, donc 60 000 hectares en SAU, surtout en filière longue, mais on a quand même donc une centaine qui sont en vente directe. Et sur ces 100 en vente directe, on a 50 qui sont en vente vers la restauration collective. Le petit encadré en bas à gauche, c'est la partie bio, donc avec une petite progression en nombre de fermes en agriculture biologique et aussi en SAU, mais on est encore sur un nombre, on va dire, assez limité. Enfin, voilà, on est à 10% de fermes bio sur le total, mais encore assez faible en SAU. Et à droite, donc vous avez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 300 agriculteurs qui ont 57 ans et plus, donc avec des départs en retraite sur les 1200, hein. Et on est en train aussi de quantifier, on en parlera tout à l'heure, nos filières, avec, c'est sans surprise, mais on essaie de chiffrer un petit peu mieux ça. On est évidemment excédentaire, alors il faut compléter les diaporamas, hein, on est excédentaire en lait de vache conventionnel, on est déficitaire en lait de vache bio, on est excédentaire en viande de porc, en céréales, et déficitaire en viande ovine, en lait de chèvre, en fruits, en légumes, en légumineuses, etc. Tout ça va être un petit peu plus affiné au fil des mois et au fil des années. Donc ça, c'est sur la partie production agricole sur le territoire. Évidemment, on pourrait détailler beaucoup plus, mais c'est pas, on en parlera tout à l'heure aussi, c'est parfois pas évident d'avoir les données habituelles, notamment de la part des services de l'État, sur cette caractérisation des productions. Juste aussi un élément de contexte, hein, parce que ce dont on parle sur une agglomération n'est évidemment pas réplicable comme ça tout de suite sur un autre territoire. Il y a des choses qu'il faut comprendre et qui expliquent pourquoi on a fait ci, pourquoi on fait ça. La première, c'est que Dinan Agglomération, c'est une fusion donc, qui a épousé entre guillemets le territoire de l'ancien pays de Dinan. Donc, contrairement à beaucoup de territoires en Bretagne, nous, il n'y a plus de pays. Donc, le PCI, c'est l'équivalent du pays d'Inan, ce qui fait qu'on n'a pas, on a une gouvernance un peu simplifiée, ce qui n'était pas le cas avant 2004, avant 2017, puisqu'on avait un syndicat. D'ailleurs, les actions agricoles, alimentation ont été initiées à l'époque par le syndicat de pays en 2012-2013. Et aujourd'hui, elles sont portées par le PCI puisque le syndicat n'existe pas. Mais c'est vrai que dans d'autres territoires en Bretagne, c'est parfois un peu compliqué parce que c'est le travail agricole ou alimentation est encore parfois surtout fait par le pays et un peu moins par le PCI. On a mis en deuxième point des moyens modestes au départ, hein. On était, je pense, à largement moins de 30 000 euros de fonds propres en 2017. Alors qu'en 2000, donc 5 ans plus tard, en 2022, on risque de passer à 300 000 euros, que je dise pas de bêtises, pardon, quand je disais 2017, c'est 30 000 euros de coût total, de budget total, donc encore moins de fonds propres. Et on devrait passer à 10 fois plus en 2022. On sera sans doute, si on est accepté au plan de relance, à 300 000 euros par an en 2022. Mais des moyens modestes au départ, ce qui veut dire qu'on pérennise plus facilement nos moyens et une montée en puissance progressive qui est fonction des résultats et des cofinancements qu'on va chercher. On essaye aussi d'avoir des objectifs qui soient réalistes et qui soient vérifiables. C'est-à-dire qu'on évite, en tout cas moi j'évite, de lancer des actions qu'on ne pourra pas évaluer, sur lesquelles on ne pourra pas tirer des leçons pour pouvoir dire si on les continue ou si on les arrête. Un point important aussi, c'est qu'on a démarré ça en 2017 avec la volonté de balayer devant nos portes, c'est-à-dire de pas, avant de pouvoir dire aux habitants ou aux restaurateurs privés, prenez des produits locaux, on s'est dit on va d'abord le faire chez nous, c'est-à-dire dans les cantines scolaires municipales pour lesquelles on est décideur. Le point important aussi, c'est la synergie entre le PAT et la politique nationale, l'article 24 de la loi Egalim, qui aide bien puisque il y a une obligation quand même d'avancer sur le sujet pour toutes les municipalités et les EHPAD. Le point aussi important, c'est qu'on fait très peu appel à de l'expertise extérieure et on s'est beaucoup appuyé sur la compétence ou l'acquisition de compétences de nos cuisiniers ou de nos élus.
C'est-à-dire que quand on a un cuisinier qui débarque un petit peu et qui nous demande je voudrais des infos sur le gaspillage alimentaire ou sur le bio, on arrive à l'orienter vers un cuisinier voisin ou un élu voisin pour qu'il aille apprendre à 10 km ou à 20 km en échangeant simplement, plutôt que de faire venir un théoricien du sujet. La capitalisation est importante, c'est-à-dire de montrer les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et aussi la maîtrise d'ouvrage. Donc nous, on est sous le service de développement économique. Je dis nous parce que c'est moi plus Ludovic Brossard et Julie Bossé qui nous ont rejoints. Donc Ludovic et Julie qui sont agents territoriaux pour ce service. Et on a évidemment des services qui s'occupent du PCAET, des déchets, de l'environnement, avec qui on travaille. Et un dernier point là-dessus en contexte, on n'est pas beaucoup, je crois, en Bretagne à le faire, mais voilà, on est un des EPCI qui a choisi pour l'instant de ne pas octroyer d'aide à l'installation, contrairement à d'autres. C'est-à-dire que le budget dont on aurait eu besoin pour faire 3 000 euros par installation, fois 30 ou 40, c'est-à-dire un peu plus de 100 000 euros, ben, on le met en fonds propres sur ces actions dont on va parler. Alors, peut-être je vais accélérer un petit peu parce que Alors, le calendrier, donc comme je disais tout à l'heure, là, on est sur la fin de la phase 1, donc 2017-2021, qui a vraiment été montée progressivement en puissance, et on va arriver sur la phase 2, 2022-2026. On a commencé, comme je disais, tout petit avec un PAT qui s'est vraiment focalisé sur la restauration scolaire municipale, donc la quarantaine de restaurants scolaires. En 2019, on a ajouté la partie agricole qui se focalise surtout sur l'installation et la cession. La mise en place d'un observatoire et puis une gouvernance tout au long de l'action. En noir, c'est la première évaluation qui sera externe et qui aura lieu au dernier trimestre. Et puis, il y a un volet halieutique qui se rajoute au PAT. On pourrait dire aussi que se rajoute en 2021 un volet médico-social, puisqu'on a d'abord travaillé avec les cantines scolaires, et là, on va ajouter à partir du mois de juillet un volet sur la quarantaine, je crois, d'établissements médico-sociaux, donc EHPAD et foyers de vie handicap. Et donc là, 2021, c'est un peu notre année de transition, puisqu'on va vraiment faire l'effort de tirer les leçons de ce qu'on a fait avant de redémarrer une deuxième phase. Les moyens alloués, donc environ 120 sur les 3 ans seulement, hein, donc 2019, 20, 21. On est à un total budgétaire à environ 300 000 euros, mais là aussi, en septembre, on aura des chiffres beaucoup plus précis, ce qui fait à peu près 1 euro par habitant par an. Donc ça, c'est en budget total. Hein. Sachant qu'en fonds propres, c'est à peu près un tiers de fonds propres, donc 120 000 euros, plus l'Europe, le département des Côtes-d'Armor, un peu de FEAMP aussi pour la partie halieutique et un peu de ADEME. Et pour les 3 années donc, qui sont en cours écoulées, on est sur une moyenne de 1 équivalent temps plein sur ce projet. Non compris évidemment les semaines de travail des communes, y compris par Agnès Hervé, qu'on écoutera tout à l'heure, de Saint-Potent, qui est vraiment un travail important aussi, qui est crucial. Donc, c'est une stratégie qui est en 4 axes: la gouvernance, l'observatoire, l'aspect alimentation et l'aspect agricole. Donc, la gouvernance, très rapidement, donc c'est les services de développement économique, les autres services de migration, les communes et plusieurs partenaires. On fera un premier bilan de cette première phase, donc le 28 septembre, quelque part à Dinan, un événement qu'on essaiera de répéter tous les ans, et puis une évaluation externe qui va nous dire un petit peu mieux, de manière plus objective, ce qui s'est bien fait et ce qui s'est un peu moins bien fait. L'observatoire, alors là, il s'agit en fait de suivre quasiment d'une année sur l'autre les chiffres sur notre agriculture et notre alimentation. Donc, on verra tout à l'heure, on a maintenant quand même d'assez bons chiffres sur la restauration collective scolaire primaire. On est en train de faire une étude avec Teralim sur les flux alimentaires, c'est-à-dire de caractériser un petit peu mieux quelques filières, savoir qu'est-ce qui est produit en quantité, pour quelle consommation. On essaie de développer des partenariats avec les services déconcentrés de l'État pour avoir accès à leurs données, puisqu'il y a beaucoup de données qui sont dans ces services-là, nombre d'ateliers de transformation en lait, qui ne sont pas forcément directement accessibles pour l'instant.
le suivi de la consommation foncière. Et le but de tout ça, c'est vraiment déjà, c'est d'avoir un diagnostic de la situation initiale. Donc, on n'a pas pour 2017, hein, on a les chiffres pour la Restco, mais sur le reste, on n'a pas. C'est-à-dire que quand on va évaluer notre première phase 2017-2021, l'évaluateur en 2021 ne pourra pas dire bah, vous êtes à tel niveau alors que vous étiez à tel niveau en 2017. Par contre, on va essayer de l'avoir pour la deuxième phase, c'est-à-dire qu'on aura des chiffres 2020 ou 2021 qu'on pourra comparer à nos chiffres post-stratégie en 2026. Donc, ça nous permet de suivre un petit peu comment évolue l'agriculture sur notre territoire, parce qu'elle évolue, et puis d'évaluer si ce qu'on fait ou ce qu'on contribue à faire a un impact positif ou négatif, de manière aussi à pouvoir rendre compte aux élus et à la population de notre action en politique publique. La partie alimentaire, donc le PAT, à gauche, vous avez une capture d'écran du tableau Excel qu'on utilise, l'outil de suivi. À droite, en haut, vous avez la première de couverture du catalogue de producteurs, hein, donc des choses qui se font ailleurs, bien évidemment. On n'est pas très innovant là-dessus. En bas à gauche, vous avez le forum entre producteurs et cuisiniers, hein, pareil, des choses qui se font aussi ailleurs. La partie sur laquelle on a sans doute été un petit peu innovant, c'est le tableau Excel en haut à gauche, puisqu'on a des chiffres qui ne sont pas forcément faciles à avoir sur d'autres territoires. Et alors là, la partie importante sur l'ingénierie, donc en fait, qu'est-ce que fait Dinan Agglomération vis-à-vis des communes? Donc, c'est tout d'abord la mise en place d'un outil de suivi, tout simple, tableau Excel, sur l'origine des denrées. Donc, chaque année, on demande aux communes, donc en gros, sur le premier trimestre, on demande à chaque maître d'ouvrage de restauration collective publique, donc pour l'instant le scolaire primaire, de saisir, donc d'éplucher les factures de l'année précédente, saisir sur un tableau Excel, de nous l'envoyer. On fait une analyse qui est très rapide, sur laquelle on ne passe pas beaucoup de temps, et on restitue cette analyse-là à chaque commune, de manière à savoir, voilà, vous en êtes en 2020 à tel niveau de bio, tel niveau de label rouge, tel coût en matières premières, et à se fixer par rapport aux objectifs EGalim. Et on fait une analyse globale, évidemment, à toute la restauration collective de l'agglomération. Donc ça, c'est un point important. Ça nous permet quand même de suivre si on progresse ou si on ne progresse pas, même s'il y a une forte hétérogénéité. Et ensuite, le travail d'amélioration, c'est le partage d'expérience entre cuisiniers et élus, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de pouvoir dire, allez voir tel cuisinier ou tel élu pour savoir comment évoluer sur tel sujet. Le forum annuel acheteur-vendeur, donc producteur-cuisinier, qu'on n'a pas pu faire en 2020, mais qu'on va faire fin 2021. Le catalogue des producteurs locaux, donc avec la cinquantaine de producteurs locaux qui sont intéressés à vendre en restauration collective, et donc on essaye de mettre à jour tous les ans, avec une carte des cuisines aussi pour les producteurs, pour savoir, c'est peut-être pas la peine d'aller dans une grosse cuisine si j'ai pas assez en quantité pour livrer, ou inversement. 2-3 formations par an, notamment quand il y a eu la mise en place en novembre 2019 du repas végétarien par semaine. L'explication de la loi EGalim, hein, où il faut à peu près très régulièrement revenir pour l'expliquer, même si maintenant ça commence à être à peu près bien intégré. Des actions sur le gaspillage alimentaire, là, qui est fait par nos collègues du service déchets. Voilà, capitaliser sur l'expérience, montrer qu'une commune, et Agnès en parlait tout à l'heure pour son potent, peut évoluer très rapidement en taux. Des conseils sur les infrastructures, hein, pour les communes qui veulent construire une nouvelle cuisine, même si c'est de plus en plus rare. Et puis, on a fait aussi un accompagnement au plan de relance cantine de l'État il y a quelques mois. Donc, ça, c'est en gros, en résumé, j'oublie peut-être des choses, hein, mais de ce que fait Dinan Agglomération sur la partie appui vers les communes. Il y a d'autres actions en alimentation, mais en gros, voilà, si on parle vraiment du rôle entre l'EPCI et les communes sur la partie strictement alimentation et plutôt strictement restauration collective publique, on est vraiment sur ces sujets-là. Il y a peut-être d'autres choses à faire, on sera plus en mesure de savoir dans quelques temps. Ça, donc voilà, concrètement, ça veut dire que là, par exemple, on a donc Julie Bossé qui est avec nous ce soir, hein, qui nous a rejoint il y a peu de temps, qui est en train de finir l'analyse des données 2020
qu'on va envoyer aux communes là, à la fin de l'année scolaire. Et donc, on leur envoie aux communes, en plus des données brutes, cette proposition d'affichage. Donc, ça veut dire que le maire ou le gestionnaire de cuisine peut prendre ça directement et l'afficher sur le site internet, sur la cantine, sur la mairie. Donc, on va remplir. À droite, vous avez les objectifs loi Egalim 2022 et à gauche seront remplis. Par exemple, ce sera 30% de produits durables, dont 12% de produits bio, puisque ce type d'affichage est maintenant obligatoire depuis l'année 2020. Alors, il est encore très peu pratiqué, mais il est bien obligatoire d'après la loi. Et donc, n'importe quel parent d'élève peut venir frapper à la mairie en demandant, monsieur le maire ou madame le maire, où sont les chiffres sur les taux. On n'est pas obligé d'être à 50% et à 20%, mais on est obligé d'afficher nos taux. Avec la petite différence, hein, puisque la loi Egalim, pour l'instant, ne peut pas inclure les produits locaux pour les questions de règles de marché public. Nous, on a choisi de le faire, puisqu'on a commencé avant la loi Egalim, donc on avait considéré que les produits locaux étaient importants. Donc pour l'instant, nous, on met encore les produits locaux dedans. Et puis bon, de toute façon, pour l'instant, il n'y aura pas de contrôle, du moment qu'on est transparent sur ce qu'on met dedans par rapport à nos convives et aux parents, il n'y a pas de souci là-dessus. L'évolution, donc depuis 5 ans, puisque alors, on vient 2019-2020, donc Julie Bosset vient de nous fournir les chiffres de 2020, c'est tout neuf. Donc voilà, alors c'est toujours à prendre avec précaution parce qu'il y a une évolution, c'est pas toujours les mêmes restaurants scolaires qui répondent tous les ans. Je crois qu'on a sur la trentaine, là, on a 15 ou 20 qui ont vraiment répondu tous les ans. Donc, on fera aussi une analyse juste sur cela. Là, c'est un peu une analyse globale. 2020 est très particulier, évidemment, avec le Covid, puisqu'il y a eu, beaucoup de repas en moins et 2, des difficultés, enfin, un approvisionnement différent, et 3, plus difficile de mobiliser les agents pour faire ce travail de collecte de données. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si vous comparez, la période 2016-2017 avec la période 2019-2020, et surtout 2019, on a quand même eu une belle évolution, hein, puisqu'on a commencé vraiment, le PAT, il a été, validé officiellement en conseil communautaire en décembre 2017, je crois, ou en octobre 2017, donc fin 2017. Les actions n'ont donc vraiment commencé qu'en 2018 et on voit quand même qu'on a eu un impact, sur les données 2019. Donc, voilà, 2020 est plus décevant, mais peut-être, lié Covid, on verra sur 2021. Et voilà, donc pour, un petit peu montrer, on est encore loin, donc ça, c'est les moyennes, hein, sur 30 restaurants. On est encore, donc pas très loin en 2019 de la moyenne produits bio, encore un peu loin pour le reste. Ici, vous avez justement l'hétérogénéité, puisque, à gauche, donc, les produits, Egalim et locaux. Donc quand on dit produits Egalim, c'est les produits qui strictement rentrent dans les critères, des 50% produits durables de qualité, donc label rouge, HVE, bio, IGP, et cetera. Mais nous, comme je disais, on rajoute les produits locaux dedans. Donc voilà, en 2020, on avait, simplement 3-4, cuisines sur les 30 qui sont, conformes à l'objectif 2022. Et puis, certains, hein, qui sont encore à moins de 10%, donc c'est pas, voilà, tout le monde ne veut pas progresser à la même vitesse. Et en bio, par contre, on a pas loin de 10 qui sont déjà à 20%, quoi. Ce qui est intéressant aussi, alors ça, c'est les données 2016, on n'a pas forcément mis à jour pour l'instant, mais c'est qu'on observait qu'il n'y avait pas vraiment de corrélation entre le coût denrée ou le coût matière dans un restaurant scolaire, dans une cuisine, avec le taux atteint, puisque à gauche, en ordonnée, vous avez le pourcentage de produits en égali, entre guillemets, et en abscisse, le coût. Et on voit que bah, les points ne suivent pas forcément la ligne rouge. Donc voilà, on a des cuisines qui ont un coût denrée supérieur à 2 euros sans pour autant qu'elles atteignent un taux élevé. Un tableau aussi pour montrer que, donc si vous vous rappelez tout à l'heure, on était à 30%, on va le revérifier. Donc voilà, 30% en produits locaux ou produits loi Egalim. Mais si on regarde
Donc ça, c'est le total de ces 30 restaurants scolaires ou cuisines. Si on regarde, en fait, en achat direct auprès du producteur local, ou presque, hein, parce que le comptoir armoricain, c'est presque ça, on n'est pas à 10%. Ça veut dire que vous pouvez avoir 30% en produits loi Egalim, mais dedans, il n'y a qu'un tiers qui a vraiment été acheté directement auprès du producteur du territoire, hein, parce qu'il y a des intermédiaires, etc. Voilà, la partie maintenant agriculture, hein, qui est le quatrième et le dernier axe. Désolé, je vais peut-être déborder un petit peu, mais c'est presque fini. Donc, il s'agit pour nous, donc ça, on l'a démarré tout récemment, hein, puisque ça fait que vraiment 1 an qu'on est dessus. D'identifier les opportunités foncières, d'identifier les porteurs de projets et de mettre tout ça en relation. Donc, il y a une action importante qu'on a confiée à la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui a consisté à envoyer un courrier et un appel téléphonique donc aux 300 agriculteurs qui ont 57 ans et plus. Sur les 300, il y en a 100 qui ont répondu. Sur les 100 qui ont répondu, on va dire, il y en a la moitié qui ont dit ne vous occupez pas de moi, j'ai pas besoin, j'ai un projet de reprise par mes enfants ou par un voisin ou par un cousin ou un agrandissement. Et il y en a une autre moitié qui a répondu bah, je sais pas comment faire, je suis pas prêt, j'y ai pas réfléchi, j'ai pas d'enfants à reprendre. Et donc, sur les 50, il y en a 15 qui ont demandé un accompagnement de la Chambre d'agriculture pour préparer leur session. Et on avait d'ailleurs hier notre premier forum de mise en réseau entre les futurs cédants et les porteurs de projets. Et donc voilà, ça c'est la première fois qu'on le fait. C'est très intéressant parce que ça permet de... On sait que sur les départs en retraite, il y a souvent un problème de prise de décision trop tardive. Et là, on essaie d'agir bien en amont pour que les gens se préparent et n'aient pas voilà, et entrevoient les différents champs possibles de la transmission de leur exploitation. En parallèle, on a Agriculture paysanne à qui on a confié une mission aussi de préparation des cédants. Et donc, il y avait un rallye installation-transmission samedi dernier sur une partie du territoire. Donc là aussi, avec une approche un peu différente de la Chambre et qui permet de sensibiliser et de former les cédants à bien se préparer. Troisièmement, donc une action avec Terre de Liens Bretagne. Donc là, c'est Dinan Agglomération et c'est l'EPCI Côte d'Émeraude plus au nord, avec là aussi des appuis au niveau des cédants, enfin des propriétaires fonciers en général, des porteurs de projets et une formation aussi sur le foncier pour les élus qui aura lieu demain. Et aussi une partie sur la sensibilisation du grand public sur le foncier, l'appui au développement des groupements fonciers agricoles, etc. Et puis enfin, en quatrième action, ce qui n'est pas négligeable, c'est aussi d'accompagner les initiatives municipales, puisqu'on peut avoir dans les communes des élus ou des acteurs qui sont intéressés à prendre le sujet en main. On sait que moi, je l'ai un peu à Évran aussi, avec des collègues. Il y a des actions qui peuvent se faire hein, avec ou sans l'appui d'une agglomération. Et donc, c'est évidemment notre rôle aussi à l'inauguration quand même d'aider et d'encourager cela, de regarder quel foncier est disponible, quel foncier va arriver à être disponible, de prendre contact avec les agriculteurs qui vont partir en retraite et de contacter aussi la SAFER de temps en temps. Voilà, ça je ne vais pas besoin de développer parce que je crois que je suis en retard. Et puis pour faire la transition avec ce que va dire tout à l'heure Madame Hervé, ça c'est un petit peu mon côté maire aussi, hein, ce qui est important pour les communes, en tout cas de mon point de vue en tant qu'apporteur d'ingénierie d'agglomération. Si on veut que ça fonctionne, il faut aussi que dans les communes, on ait des gens motivés et disponibles. Pour la partie alimentation, ça veut dire d'avoir un élu référent sur la partie alimentaire qui va charger de la mise en conformité vis-à-vis de la loi Egalim. Et je dis le mot, hein, c'est qu'avec une autorité sur la cuisine ou sur le prestataire, parce que on a parfois des problèmes entre l'élu qui voudrait faire, mais le cuisinier qui ne veut pas faire, ou vice-versa. L'importance aussi de prendre conscience qu'il faut dégager du temps à Jean pour faire ça. On ne peut pas demander à un cuisinier de faire le même boulot s'il gère 20 fournisseurs que s'il n'en gère que un. Ça demande un peu le suivi, ça demande du temps. Donc, c'est quelques heures en plus par an qu'il faut rémunérer. Et voir éventuellement de se faire aider, notamment sur le gaspillage alimentaire, hein, par le PCI ou par
un consultant privé. Sur l'agriculture, c'est un peu la même chose, d'avoir un élu référent. Il y a des communes qui font appel à un prestataire, agriculture paysanne ou chambre, pour un peu mieux maîtriser, mieux comprendre le foncier agricole et la pyramide des âges. Connaître les agriculteurs qui sont sur la commune ou qui travaillent sur la commune, recenser les délaissés quand il y en a, et puis communiquer vers les porteurs de projets pour que aussi ceux-là aient conscience que dans votre commune, il y aura une bonne réception des porteurs de projets. Voilà. Et puis avec la SAFER, alors le vigifoncier, moi, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus. Il y a quelques communes qui le sont. Moi, j'ai plus une relation régulière avec le conseiller territorial sur les différentes communes. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et excusez-moi d'avoir été un petit peu long. Pas de souci. Merci, Patrice. Alors, je te propose d'arrêter le partage de ton écran. Super. Et du coup, sans transition, je vous propose de passer à la présentation de Agnès Hervé de la commune de Saint-Autan pour voilà, nous expliquer avec sa casquette d'élu communal comment ça s'est passé voilà, sur la restauration collective à Saint-Autan. Agnès, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Oui, Agnès Hervé, donc de Saint-Autan, commune bien connue, hein. Petite commune, 823 habitants. Nous avons une cantine relativement neuve puisqu'elle a été inaugurée en 2013. Elle a été prévue pour 100 élèves à peu près. Le problème, c'est que l'an dernier, nous avons eu l'école privée qui a fermé, malheureusement, donc nous n'avons plus que l'école publique. Donc, voilà, un petit effectif à table, on divise par 2. Donc, ça fait à peu près 50 élèves par jour seulement maintenant. La mise en place du projet alimentaire, eh bien, on a commencé dès le début en 2000. Alors, attendez que je ne me trompe pas, en 2015, je crois. Nous avons commencé à en parler. Alors, d'abord au conseil municipal, bien sûr. Nous avons la chance d'avoir un conseil municipal plutôt jeune, donc avec beaucoup de parents d'élèves. Et le projet a été validé tout de suite et j'en ai eu la charge. Donc, on a bien évolué depuis cette période, puisqu'en 2016, je crois, ou 2015, 2016, on avait 1% de produits locaux ou de qualité. Et puis, petit à petit, on a grimpé. On est aujourd'hui à 73% de produits avec signe de qualité, dont 29% de produits bio. Pour ce faire, évidemment, il faut convaincre le personnel. Il faut l'emmener avec nous, l'accompagner. C'est ce que j'ai fait depuis et que je continue de faire encore et toujours parce que voilà, faut pas arrêter. Nous avons des fournisseurs à proximité. Pour ça, on a de la chance parce qu'on a les produits laitiers, on a la viande bovine à Ploubalay, pour situer un petit peu. La volaille, c'est pareil, ce sont des petits producteurs. Le poisson nous est livré toutes les semaines. Où ça manque un petit peu, c'est dans le maraîchage, les légumes. On a un maraîcher tout près à Saint-Caldildo, là, qui nous livre quand il peut, mais c'est vrai qu'il préfère privilégier les paniers pour ses clients que pour notre cantine. Si on lui demande 20 kilos de pommes de terre, ça ne l'arrange pas toujours. Donc, en fait, il a fallu faire avec. Et encore une fois, merci à notre cantinière parce que elle fait avec les légumes qui arrivent le matin, en fait. Voilà. Dans les menus, puisque les menus, on les fait ensemble.
tous les 15 jours. Je les imprime, je les envoie aux parents. Et souvent, on met crudité du jour, par exemple. Voilà. Mais je conçois que ce n'est pas évident tout le temps. Voilà. Donc, effectivement, il faut vraiment, vraiment toujours accompagner le personnel. Sinon, c'est trop facile de ne pas éplucher les patates pour faire les frites ou de faire de la purée instantanée. Voilà. Donc, il faut y être, vraiment. C'est un vrai boulot, mais passionnant, intéressant. Et c'est vrai aussi qu'on a été aidé. Patrice Gauthier l'a souligné tout à l'heure, mais c'est vrai que le travail fait par Dino Agglomération est exceptionnel. C'est vraiment, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres PCI, mais en tout cas, nous, on est accompagnés. Si on a une question, on peut toujours appeler. Il y a le catalogue, bien sûr, des producteurs locaux. Intéressant pour les cuisiniers, les échanges entre cuisiniers, ça on en a eu quand même quelques-uns. On a visité des restaurants scolaires, on est allé, on a vu une présentation de menus vegan, donc intéressant aussi. Et puis, pour la commune de Saint-Potent, moi, j'ai ajouté les services d'une diététicienne. Elle est venue pendant 7 fois, donc c'était une fois tous les 15 jours. Elle était forte de propositions en recettes, à l'équilibre des menus, évidemment, hein, c'est son travail, mais des menus et des recettes faciles à réaliser. Parce que ça aussi, pour nos cantiniers, nos cuisiniers, comment on va faire ça? On n'a pas les outils. Enfin bon, il y a toujours une bonne excuse. Eh bien, avec l'aide de tous ces services et le PCI et ce que nous, sur la commune, nous avons fait, ça marche. Ça marche et je crois qu'aujourd'hui, ma cantinière ne changerait plus. Voilà. Alors, oui, le souci que j'ai, c'est vraiment l'approvisionnement, surtout en légumes. Surtout en légumes. Alors, bien sûr, on m'a dit, évidemment, tu vas faire du bio, mais ça va être plus cher. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un peu plus cher. Si on sait gérer les déchets, on n'en a presque pas. Les portions aussi. On n'est pas obligé de mettre 150 grammes de viande. Hein, on en met un petit peu moins. Hein, et les enfants, il y en a toujours assez. On n'a pas de gaspillage. On a augmenté un petit peu puisqu'on était au début, on était à 1,30 à peu près par repas. On doit être à 1,72 en ce moment-là. Voilà. Mais on maintient toujours le prix par enfant à 2,80 €. On n'a pas encore changé parce que sinon, évidemment, voilà, on va nous dire. Voilà, donc à Saint-Potent, on n'a rien fait d'exceptionnel, si ce n'est essayer de faire mieux manger les enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez, voilà, bien sûr, je peux y répondre. Merci Agnès pour votre témoignage. Ça montre qu'une petite commune de 800 et quelques habitants, 900 € peut aussi changer finalement et assez rapidement, quelque part en 2-3 ans, là, la cantine. Peut-être une petite question, est-ce que vous avez eu des retours de la part des enfants qui ont senti une différence? Est-ce qu'ils mangent mieux? Est-ce qu'il y a eu même des parents d'élèves Les enfants, puisque notre école publique, celle qui reste, donc, et on est en RPI, donc on a les petits, nous, de la très petite section à Saint-Potent jusqu'au CP.
Et on est en RPI avec la commune de Ruca qui est à côté. Et eux, donc, ils ont les CE et les CM. J'ai les parents qui viennent me voir, mais nos enfants, ils mangent moins bien maintenant. Donc, bon, voilà. Oui, j'ai vraiment des retours très, très positifs pour la commune de Saint-Potent. On a même eu des inscriptions d'élèves qui ne viennent pas de Saint-Potent, mais qui ont entendu parler de notre façon de fonctionner à la cantine et ils veulent que leurs enfants viennent à l'école à Saint-Potent. Donc, écoutez, voilà. Oui, on a vraiment de bons retours. D'accord. Donc, du coup, pour bien comprendre sur l'action et le soutien de l'EPCI auprès de la commune, il y a un soutien en termes de formation par rapport à la cuisinière? De formation, on a eu oui, des formations, on en a fait faire encore, nous, on l'a envoyé pendant des vacances travailler une semaine dans un ALSH, donc bon, avec un cuisinier évidemment qui lui aussi était dans le projet. Elle a fait des stages, non, autrement, non, à part tout ce qui a été présenté par Patrice Gauthier tout à l'heure. Des échanges avec les cuisiniers, ça c'était important. Je l'ai accompagnée à chaque réunion, voilà, et je l'accompagne encore. Il ne faut pas lâcher, mais je pense que voilà, dans 1 an ou 2, ça ira. Donc, je suis experte associée à Territoire Conseil et notamment sur l'émergence ou la structuration de PAT. Et en parallèle, donc j'ai la chance de pouvoir accompagner différentes démarches sur l'alimentation. Donc, toujours avec un lien très, très fort au territoire. Et donc, rapidement, je vais zoomer sur 3 expériences. Certaines sont nées avant les PAT, mais peuvent illustrer aussi peut-être vos réflexions, les enrichir. D'autres vont donner lieu à des PAT. Donc, on est sur différents temps, une temporalité qui n'est pas toujours celle d'un PAT. Mais bon, en fait, ces initiatives rejoignent vraiment les objectifs à la fois de la loi Egalim et des PAT. Donc, je vais faire un zoom. On va rester sur la région Occitanie. Sur 3 expériences, je vais zoomer rapidement. Après, je pourrais vous envoyer des dossiers complémentaires. Ce qu'on appelle une plateforme, une coopérative à la fois de distribution, d'approvisionnement et de distribution à l'échelle d'un département, le département de l'Ariège, qui est l'un des départements, je dirais, un peu pauvres de notre massif pyrénéen. Une agglomération, Gaillac-Groyer, sur comment ils ont appréhendé l'approvisionnement local de leur restauration scolaire et comment on peut imaginer des nouvelles solutions de transformation sur des territoires de moyenne montagne. Donc, peut-être que ça correspondra moins à votre territoire, mais je ferai quand même un zoom un peu sur la manière d'imaginer aussi certaines solutions de transformation. Donc, rapidement sur… Ah, attendez, il faut que je pousse ça, sinon je ne le vois pas très bien. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, voilà. Donc, voilà. Donc, sur première expérience, c'est celle d'une coopérative, d'une SIC, qui s'appelle Terroir Ariège-Pyrénées. Et le projet est parti en 2007 où il y a eu plusieurs expériences pilotes dans circuit court et orientées vers la restauration collective, avec 2 communes fortement impliquées, à la fois le chef-lieu de département et une autre commune avec un nombre de repas assez important. Et ces réflexions ont été partagées avec le département, un pays et le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Et le constat, en fait, qui était fait, c'est que toutes ces expériences atteignaient une limite en termes de structuration de l'organisation et qu'il y avait un frein qui était reconnu par les différentes collectivités, par les cantines, qui était le frein, c'était comment structurer
un dispositif de commercialisation de type plateforme. Voilà. Donc, ce frein, le défi a été relevé et l'idée a été de dire, bon, on va essayer de s'organiser, d'organiser les acteurs à l'échelle de notre département pour monter une plateforme d'approvisionnement avec nos producteurs, avec l'objectif, bien évidemment, d'alimenter la restauration collective. Donc, ils anticipaient déjà la loi Egalim. Ce qui a été intéressant, c'est que la Chambre d'agriculture a dit, banco, nous on accompagne et on va mettre à disposition une personne ressource, on va mettre en place à disposition aussi de ce projet des moyens d'animation et de mobilisation. Et suite à ce temps un peu de maturation, il y a eu des réunions publiques, il y a eu beaucoup de réflexions, d'échanges sur ces notions de plateforme qui peuvent avoir des formes très, très larges. Le principe a été de constituer une SIC et de pouvoir intégrer dans cette SIC différentes familles d'acteurs, donc de pouvoir représenter ce qu'on appelle l'écosystème d'acteurs et notamment de pouvoir permettre l'adhésion, la souscription à des collectivités. Donc au départ, il y a une centaine de souscripteurs actuellement. Des premières collectivités se sont engagées en 2012, notamment la mairie de Foix et de Pamiers. Et maintenant, en tant qu'adhérent, mais sinon en tant qu'acheteur, on a 2 communautés d'agglomération, des communautés de communes, le parc naturel régional qui est également adhérent et des communes. Donc, attendez, je n'arrive pas à avancer ma diapositive. Ah, le voilà, je cherchais ma flèche. Donc, ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est cette dimension publique-privée, où au sein d'une structure commune, dite plateforme à la fois d'approvisionnement et de distribution, l'idée, le principe, ça a été une gouvernance partenariale dans laquelle on avait les acteurs publics, les acteurs privés, des représentants des producteurs, à la fois à titre individuel et à titre collectif, les organismes consulaires et également des personnes morales comme par exemple le CIVAM Bio qui est très engagé en Ariège et qui accompagne un certain nombre de projets. Vous voyez les différents collèges, les collectivités en tant que telles, donc soit à l'échelle d'une commune, soit communauté de communes, soit là on a le syndicat mixte du parc, sont membres de cette SIC. Et ce qu'il apparaît, c'est que cette adhésion est très très riche pour appréhender l'alimentation, bien évidemment de la restauration collective en priorité, mais pour faire le lien entre tout le secteur agricole, le secteur de la restauration collective, les enjeux portés par les collectivités, et notamment dans le cadre du renouvellement des différents mandats, il apparaît vraiment que cet engagement des collectivités au sein d'une structure qui partage un même objectif facilite le lien au territoire et facilite un peu la mise en mouvement des acteurs et ce qu'on appelle les écosystèmes d'acteurs. Voilà, donc rapidement, parce que je ne veux pas déborder trop sur mon temps, cette structure qui a été créée, elle a 2 fonctions principales, mais des fonctions annexes. Une fonction commerciale, où elle va regrouper de l'offre, à la fois de producteurs agriculteurs, mais également d'artisans, puisque le territoire est riche en artisans alimentaires de type fromager, charcutier, dans des démarches qualité, et une fonction logistique. Parce que ce qu'il apparaissait également pour les agriculteurs, c'est que la fonction logistique est très, très lourde. Le temps, les coûts pour livrer parfois des petites quantités à des cantines ne justifient pas forcément l'engagement de producteurs. Et cette plateforme a dit, si on veut être efficace, si on veut répondre aux besoins de nos producteurs, il faut également qu'on puisse assurer la fonction logistique. Et ils ont eu la chance de pouvoir construire un partenariat avec une entreprise ariégeoise spécialisée sur la logistique frais sur leur département et de pouvoir les associer en termes de prestation de services, de partager des moyens de type quai de livraison, du stockage, du bureau. Voilà. En parallèle de ça, cette plateforme, bien évidemment, elle regroupe des agriculteurs, elle a un catalogue commun de vente, elle s'occupe des commandes, elle s'occupe de la livraison, mais elle est un relais également
est un acteur fort sur l'accompagnement des producteurs, leur formation. Elle est ferme, par exemple, à répondre à des marchés publics. On va voir aussi quel type d'action elle a pu mener, à structurer des micro-filières, à mobiliser, j'entendais par exemple des diététiciennes, à travailler sur des échanges, vraiment des notions d'échange, d'information, et beaucoup également de sensibilisation et des actions pédagogiques auprès à la fois des enfants, des parents d'élèves. Voilà. Donc, c'est vraiment une structure collective, hein, en SIC, qui réunit les acteurs et qui accompagne à travers à la fois des fonctions commerciales, des fonctions logistiques, mais des fonctions d'animation, de formation, cet accompagnement pour les différents acteurs donc, qui vous sont présentés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça conduit également, vous avez beaucoup évoqué l'installation, hein. Alors là, rapidement, le système, commande de produits, la plateforme assure les livraisons, contrôle les denrées surtout, assure la facturation et s'assure et après paye les producteurs. Donc pour les acheteurs, ce qui est très intéressant en restauration collective, ils ont un interlocuteur unique qui garantit la qualité des produits, les approvisionnements, qui fait le lien avec les producteurs. Et l'intérêt d'une SIC, c'est que la marge, elle serait très différente si on avait une entreprise privée en tant que telle. La marge, elle est réduite au minimum. Donc, la marge qui est prise est de 15% uniquement pour couvrir, en fait, les coûts d'exploitation et le personnel qui permet le bon fonctionnement de cette plateforme. Donc là, je vous donnerai les chiffres, je vous les enverrai, hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, ils sont à 1 million d'euros, hein, environ 1 million d'euros. Ils regroupent 80 producteurs et de manière régulière, depuis la création, ils sont à plus 30% de croissance, ce qui montre réellement l'intérêt des collectivités, des cuisiniers, des intendants et, je dirais également, des producteurs. Vous aviez cette réflexion sur les produits qui manquent. Et la plateforme, elle a permis en fait de mettre en place des nouvelles filières à 2 niveaux. Soit elle a permis d'accompagner en fait des projets de maraîchers. Il y avait 7-8 maraîchers qui s'installaient notamment en bio. Et ces maraîchers, dans le cadre de leur installation, ils ont été sécurisés aussi par cette structure de vente. Ils ne vendent pas uniquement à travers la plateforme, mais c'est quand même un débouché important. Et l'intérêt également, c'est qu'ils sont maintenant en concertation pour avoir un planning commun d'approvisionnement de légumes auprès de la plateforme. Donc, il y a toute une dynamique collective qui a sécurisé leur installation, qui sécurise également leur, je dirais un peu leur offre, structure leur organisation collective et bien évidemment qui correspond aux attentes des responsables de cuisine. Parallèlement, moi, je vais faire un zoom sur une opération. C'est l'un des produits le plus demandé par les cantines, c'est la pomme de terre. Donc, on était sur un département où il n'y avait plus beaucoup de production de pommes de terre et le besoin a été soulevé en disant on souhaiterait vraiment avoir une production de pommes de terre qui correspondent un peu au cahier des charges de nos cantines en termes de format, de niveau de qualité, de capacité à passer dans les différents équipements de transformation. Ce projet a été mis en discussion avec des agriculteurs et pris un peu en main, hein, non pas par que les maraîchers, mais également par des céréaliers qui trouvaient intéressant de diversifier leur production et de sortir des circuits longs, et des producteurs de tabac qui devaient faire face à la baisse aux difficultés du marché du tabac. Donc, il y a eu des journées patates, hein, comme on dit, qui ont été organisées pour travailler pour faire rencontrer à la fois les futurs porteurs de projets, les maraîchers actuels ou les futurs maraîchers, travailler avec les cuisiniers pour définir un cahier des charges et vraiment d'organiser une filière centrée sur une pomme de terre adaptée à la collectivité et notamment pouvant approvisionner, puisqu'il y a une légumerie départementale, pouvant approvisionner la légumerie. Donc, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'actuellement, une part de cet approvisionnement en pommes de terre, hein, qui représente 40% du chiffre d'affaires de légumes de la coopérative,
elle a été relocalisée, mais elle a été relocalisée puisqu'il y a eu ces échanges, il y a eu des formations, il y a de l'accompagnement. Donc là, par exemple, la Chambre d'agriculture a mis en place un ensemble de référentiels techniques, fait de la formation, accompagne techniquement ses producteurs pour pouvoir avoir, je dirais, ce produit un peu phare qui semble basique, mais qui doit être complètement adapté aux attentes et aux exigences de la restauration collective. Donc, cette démarche, elle est en cours. Elle rencontre encore quelques difficultés sur les niveaux qualitatifs. Par contre, sur le collectif de maraîchers qui s'est entendu sur un planning d'approvisionnement à l'année des cantines, c'est vraiment un facteur de réussite à la fois pour les maraîchers et également pour les cantines qui sont associées et qui ont en quelque sorte un peu pas la sécurité totale, mais qui ont une gamme de produits locaux sur souvent ces produits qui manquent, que sont les légumes. Voilà, donc un peu la valeur ajoutée de cette expérience qu'on partage avec vous, c'est la notion de lien entre les acteurs de l'alimentation qui s'est faite à travers cette plateforme. Ce n'était pas uniquement l'objectif de commercialiser, mais c'était vraiment de favoriser concrètement sur l'opérationnel le lien entre les différents acteurs. Il y a énormément d'échanges, de rencontres, de formations, de pouvoir sécuriser les approvisionnements à la fois au niveau qualité et quantité, mais également pour les producteurs, de pouvoir également sécuriser leurs débouchés et surtout leur apporter les solutions logistiques que souvent seuls ils ne trouvent pas. Voilà. Et parallèlement, il y a des évolutions de pratiques, beaucoup au niveau des cuisiniers, mais également au niveau des producteurs. Et on voit également qu'on a des structurations de petites filières d'installation ou de diversification agricole. Donc, avec quand même des résultats encourageants, parce que ça a été un pari au départ, et les acteurs disaient on accepte de perdre de l'argent, mais il va falloir quand même que le modèle économique se trouve au bout de quelques années. Le modèle économique maintenant est viable, avec ces taux de progression quand même de 30%, 18% en 2020, mais c'était une année un peu particulière. Un peu plus finalement, ils sont à 25%. Sur les freins, moi j'ai rediscuté avec la responsable commerciale de la structure pour préparer cette intervention. Et c'est toujours un peu le décalage entre parfois une volonté affichée des décideurs locaux, que ce soit les chefs de cuisine ou parfois de certains élus, et les engagements opérationnels. C'est comment on y va et où on va. Et la notion de prix. J'ai été étonnée d'ailleurs de vos prix, des prix de denrées, puisque souvent les tarifs demandés par les gestionnaires en termes d'achat denrées moyen pour un repas, nous sur ce département, il se situe autour d'1,80 €. Et la plateforme, pour pouvoir garantir les prix aux producteurs, des prix qui sécurisent leur installation, leur développement, leur métier, considère qu'on est plutôt autour de 2 €, notamment lorsqu'on introduit des produits bio. Donc, il y a une réflexion, il y a un engagement, il y a des échanges très, très forts sur quel est le coût, quel est le budget finalement un peu juste, équitable, comment partager ce budget avec les collectivités, et est-ce que, en quelque sorte, il est possible, avec aussi, on parlait en bio, c'est vrai qu'on a moins de pertes, le gaspillage diminue, on a des portions moins importantes, les viandes fondent moins. Quel est le coût matière, voilà, que la collectivité est prête à mettre en raisonnant bien pour une fois, c'est-à-dire raisonner pour une première fois vraiment quel est le budget de matière première qui peut être accordé, bien évidemment, dans le sens de la qualité d'un approvisionnement local. Et l'autre difficulté qui a été pointée, c'est la difficulté à mobiliser les parents d'élèves. Alors, les élèves, on a vu souvent, lorsque les cuisiniers vont voir les enfants, travailler avec eux, la communauté éducative accompagne, rapidement, la qualité est appréciée, les élèves comprennent la démarche. Et en tous les cas, ce département, on le rencontre également ailleurs, une difficulté à mobiliser les parents d'élèves. Alors, il y a toujours des gens très, très investis, mais l'ensemble de la communauté, donc c'est toute la réflexion, c'est comment les mobiliser, d'où des efforts importants de communication,
d'information, de communication, d'affiches, voilà, d'explications, de rencontres aussi, pour valoriser aussi l'engagement de la collectivité. Alors, je ne sais pas si je m'arrête là, si sur ce premier temps, vous avez des questions. Alors, Marie-Claire, peut-être. Je présente la seconde opération. Marie-Claire, peut-être que là, ça fait une vingtaine de minutes. D'accord, ok. Première présentation. Voilà, donc vous allez prendre des questions. Je pense qu'on ne va pas pouvoir passer les 3. Non. On pourra y revenir si vous avez besoin après de faire des zooms, de les reprendre, d'échanger là-dessus. Hein. Voilà. L'expérience était très intéressante parce qu'il y a eu en Bretagne des projets de plateforme, il y a même des démarrages de plateformes et qui n'ont pas réussi pour les raisons que vous avez évoquées. Alors, premièrement, on note dans l'expérience qui est présentée l'existence d'une société logistique là, qui met à sa disposition sa plateforme, ses quais, son stockage, etc. Et ça a été un des éléments bloquants parce que ça peut nécessiter un très gros investissement. Et si ça ne tourne pas assez, eh bien, effectivement, on monte les prix. Et donc, on voit bien qu'on n'atteint pas, un roulement suffisamment conséquent pour qu'on soit dans des tarifs acceptables. Et vous avez souligné aussi l'importance, effectivement, que l'ensemble des collectivités se mobilisent pour qu'elles effectuent effectivement des commandes et qu'on ne reste pas que dans une volonté politique qui ne sera pas traduite concrètement. Parmi les deux autres expériences que… je crois que monsieur Le Creurer a levé la main pour poser une question. Oui, l'expérience est super intéressante. Hein. C'est vrai que sur notre territoire, la communauté, on se pose la question de quelle réponse apporter à ces soucis logistiques et ces soucis de gestion de commande, de régularité des approvisionnements. Alors, par rapport au fonctionnement de la SIC, quelques questions. Ça veut dire que pour chaque catégorie de produits, il y a une harmonisation des tarifs payés aux producteurs. Comment se fait après pour fournir, je sais, par exemple, une cantine, le choix entre la production venant d'un producteur ou d'un autre? Quelle relation reste entre le cuisinier et le producteur? Comment se gèrent les questions de qualité? Enfin, du coup, il y a plein de questions qu'on peut se poser aussi pour réussir à gérer tout ça, parce que là, c'est une mini-coopérative, en fait. Alors, je vais essayer de répondre au mieux hein, à vos différentes interrogations. Donc, le choix qu'ils avaient fait, bien évidemment, c'était de ne pas investir sur un outil logistique qui n'aurait pas été rentabilisé, d'où cette opportunité hein, et cette recherche d'un opérateur qui faisait déjà des livraisons, qui était sur le territoire et qui était prêt également. Donc, on est vraiment sur une notion de mutualisation, de coopération. Et ils ont pu s'appuyer sur son expérience. Faire de la logistique, c'est très compliqué en transport. Hein. Après, les producteurs sont libres de fixer leur prix. La coopérative n'a pas à juger de leurs tarifs. Il y a quand même un travail important d'échange entre les producteurs et les acheteurs aussi pour connaître un peu, pas les prix psychologiques, hein, mais des prix de composition d'un repas. Et souvent, finalement, cette dynamique a permis également aux producteurs d'harmoniser en quelque sorte leurs tarifs. Pas du tout par le bas, on se rend compte, hein, mais de se dire, tiens, le yaourt, évidemment, nos yaourts, ils ne sont pas les yaourts, ce n'est pas le prix d'un yaourt proposé par une multinationale ou une grande entreprise laitière dont on taira le nom. Mais il faut qu'on puisse également justifier auprès de nos acheteurs cette notion de prix juste, de prix équitable. Donc, il y a cette rencontre, il y a cette interconnaissance avec des visites de ferme et de l'autre côté, des visites d'équipement qui fait que les acteurs se comprennent mieux et également discutent à la fois tarifs et qualité. Alors, sur la qualité, ils ont été très exigeants sur les signes officiels de qualité, sur des démarches qualité. Et l'intérêt de la plateforme, c'est que tous les produits livrés sont contrôlés. S'il y a la moindre dérive de qualité, ils repartent. Voilà. Donc, il y a une interface aussi par la responsable commerciale qui est aussi responsable qualité, qui s'assure aussi qu'entre la commande et ce qui est livré,
il y a une réelle cohérence. Et parfois, au moins en phase de démarrage, les producteurs ont été un peu rappelés à l'ordre en disant non, voilà, ce n'est pas le bon conditionnement, ce n'est pas le bon format, il n'y a pas le bon nombre. Si on veut travailler dans la durée, les exigences, elles sont partagées. Voilà. Je ne sais pas, j'ai peut-être oublié certaines de vos questions ou points de réflexion soulevés par cette initiative. Voilà. Oui, je ne vais pas monopoliser la parole du débat, mais comment prioriser les produits d'un producteur par rapport à l'autre, première chose. Et deuxièmement, comment mutualiser des producteurs sur une même production pour pouvoir répondre à une demande régulière, à un approvisionnement régulier, parce qu'il y a deux choses, quoi. Alors, donc, d'une part, l'objectif un peu de la plateforme, c'était de faire tourner les producteurs, donc d'assurer des ventes à l'ensemble des producteurs. Donc, il y a une éthique qui a été posée. Et les producteurs également, certains ont développé des activités où s'organisent. C'est intéressant, c'est les maraîchers, où ils s'organisent sur leur planning de culture, sur leur rotation de culture en collectif pour pouvoir approvisionner la restauration collective. Ça les sécurise énormément aussi. Il y a un problème, finalement, ils peuvent avoir une offre commune. Donc, il y a toute cette dimension commune et ils sont en capacité d'avoir maintenant je dirais un catalogue à l'année partagé d'approvisionnement de la restauration collective. Voilà. Et après, de part et d'autre, il y a eu des formations qualité, des rencontres, des échanges, du travail aussi sur le type de menu, de repas. Donc, ça crée aussi une dynamique, je dirais, de formation, d'accompagnement, mais surtout d'interconnaissance, c'est-à-dire comment on monte ensemble pour mieux travailler ensemble. Voilà. Avec une interface commune et aussi une gouvernance collective, c'est-à-dire une SIC, c'est un homme, une voix. Voilà. Et chacun pouvait s'exprimer, s'exprime, représente aussi sa famille d'acteurs, mais dans l'idée quand même d'une vision commune et partagée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit certaines collectivités étaient un peu, comment dire, pas dubitatives, on laissait un peu la plateforme se mettre en place. Et maintenant, il y a vraiment un intérêt fort aussi des élus, parce que l'outil fonctionne, parce que la qualité est là, parce qu'on voit qu'il y a de l'installation agricole, de la diversification agricole, et également, on revient sur du circuit court. On était sur un territoire où il y avait beaucoup d'élevages qui partaient en circuit long. Donc, on produit du broutard qui part en Italie. Voilà, donc il y a un calcul aussi de l'impact économique, et il y avait l'idée aussi d'installer dans la durée, de pouvoir renouveler la population agricole qui, comme partout dans tous les départements, tend à vieillir. L'objectif qui était aussi défendu par le département de l'Ariège, ils ont une part de familles en précarité alimentaire. Et des études avaient montré que beaucoup d'enfants avaient un bon repas dans la journée, c'était celui de la cantine. Donc, dans leur mission sociale, le département, c'est vrai également pour la ville de Foix, a décidé de dire on veut bien mettre 20 centimes de plus sur un prix denrée, puisque pour nous, on va l'inscrire dans nos engagements, je dirais, social. Et après, ce qu'ils se sont rendus compte aussi, c'est qu'en termes d'attractivité des territoires, des cantines où on mange bien, c'est le cas par exemple de Pamiers où ils sont complètement en bio, ça attire de la population, ça attire des jeunes ménages, c'est un facteur d'attractivité, de dynamique. Donc, ils avaient aussi cette envie, l'Ariège, c'était un peu c'était le pays plutôt touristique, mais plutôt le pays, le département considéré un peu comme le département pauvre de notre région ex-Midi-Pyrénées. Et ça contribue vraiment à l'attractivité du territoire. Donc, il y a tous ces critères qui font que… mais ça a été un pari au départ. Moi, je discutais il y a quelques années avec le directeur adjoint de la Chambre d'agriculture, qui s'est vraiment mouillé au niveau financier dans cette dynamique-là, et qui disait on accepte quelque part de mettre de l'argent là-dessus, et peut-être que cette plateforme, elle va atteindre son seuil de rentabilité dans 5 ans, mais on accepte l'erreur et on accepte de relever le pari collectivement parce qu'on sait que des collectivités nous accompagnent. Voilà. Alors, ils ont des toutes petites communes. Alors,
toutes les collectivités ne sont pas adhérentes, certaines ne sont simplement sont acheteuses, ne sont pas membres de la SIC, mais elles commandent à la SIC. Voilà. Claire, il y a différents niveaux. Parmi les expériences que vous aviez imaginé nous présenter, il y en a une qui avait attiré notre attention et parce qu'on pense qu'il y a potentiellement des projets de cet ordre-là dans les EPCI bretons. C'est l'expérience de transformation agricole et de légumerie. Oui. Il me semble que ça peut parler à certains EPCI. Et du coup, ce que je vous proposerais bien, puisqu'on est normalement à 7 minutes de la fin de ce webinaire, c'est de présenter peut-être brièvement quand même cette dernière expérience. Oui, d'accord. Je reprends mon partage d'écran. Voilà. Alors, je l'avais arrêté pour pouvoir plus facilement vous répondre. Bien sûr. Voilà. Donc, on est sur une petite, la communauté de communes. Hein. Attendez. Voilà. Attendez, ça, je pourrais vous le laisser après. Voilà, on est sur un petit territoire de moyenne montagne, 9 communes, 5000 habitants, donc une petite communauté de communes. Une agriculture dominée par l'élevage avec une volonté forte de travailler sur le foncier. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le parc naturel régional du Haut-Languedoc et de pouvoir installer notamment des maraîchers et notamment en filière biologique. Donc, le projet, il a été au départ un peu initié par une structure d'insertion qui voulait développer notamment une légumerie. Bon, très bien, la communauté de communes a accompagné ce projet, a mobilisé les producteurs parce que ça rentrait complètement dans leurs objectifs. Et un groupe pluriacteur s'est mis en place pour travailler, cadrer le projet et en analyser la faisabilité, les différentes options. Et finalement, le projet tel qu'il a été penché s'est confronté à une réalité des producteurs. Et on s'est rendu compte qu'après quelques réunions, des temps de réflexion partagés, des rencontres, que le projet de légumerie, il ne correspondait pas tel qu'il avait été imaginé, notamment en plus dans un cadre d'insertion par l'économie, aux réalités des producteurs qui avaient plutôt des pratiques individuelles, pas encore de vision collective très très forte, qui avaient des contraintes très fortes de mobilité. Alors, mobilité, quand on parle de temps de trajet, en fait, et qui disait, nous, si c'est pour faire 20 minutes pour accéder à une légumerie, 30 minutes, ça ne nous semble pas réaliste et on ne peut pas s'engager là-dessus. On est trop contraint en temps, c'est trop compliqué. Par contre, ce qui apparaît, c'est qu'il y avait d'autres services qui n'avaient pas été identifiés, qui ont été je dirais, pointés sur des unités de lavage de pots, de bocaux, de conditionnement. Et les producteurs ont dit, mais pourquoi on n'imagine pas des solutions qui puissent être des équipements mobiles ? Pourquoi toujours raisonner, on parle beaucoup de mobilité de la population, mobilité douce, mobilité transport, mais est-ce qu'on peut imaginer des solutions adaptées à nos contraintes, à notre territoire, à une forme d'enclavement aussi de petites communes ? Et on souhaite que vous puissiez, que le territoire puisse réfléchir à des nouveaux équipements de type mobile, abattoirs mobiles. Il y avait une forte demande pour des autoclaves également qui permettent des transformations, notamment en légumes ou en fruits mobiles. Donc, la communauté de communes a dit, tiens, c'est intéressant. On revoit un peu nos orientations appuyées par le parc naturel régional. Et ils ont été voir leurs confrères, leurs 2 autres communautés de communes de proximité, en disant, est-ce qu'il est possible de retravailler, de remobiliser, de travailler en amont avec nos producteurs pour très en amont et pas une fois qu'un projet est en partie inspiré soit d'une entreprise d'insertion, soit peut-être vu par notre vision d'élu, qui est bonne, mais qui n'est peut-être pas celle qui correspond aux attentes des producteurs. Et là, actuellement, donc, cette petite communauté de communes va porter pour 2 autres communautés de communes tout un travail d'animation et de concertation avec les producteurs pour bien identifier leurs besoins de services de transformation. Donc, il y a l'unité de lavage qui va être étudiée, mais également une analyse de faisabilité avec des recherches d'exemples sur des équipements plus légers et qui puissent être mobiles. Via même peut-être des CUMA de transformation, avec cette idée de les rapprocher
un peu de petits bassins de production. Voilà, donc c'est les enseignements qui ont été dégagés, qu'on a revalidés il y a 2 jours, notamment avec cette communauté de communes et avec le parc naturel régional. Hein. Donc la notion de mobiliser très en amont du projet les producteurs, donc ça veut dire qui le fait, avoir des moyens en temps, hein, et accepter aussi d'y passer peut-être quelques mois, hein, et également d'intégrer de manière un peu innovante la notion de mobilité de ces solutions d'outils collectifs de transformation. Donc, parce que la localisation est toujours une problématique, elle n'est jamais idéale. Donc donc la communauté de communes, ces 2 partenaires et le parc naturel régional du Haut-Languedoc vont travailler, vont rechercher des nouvelles solutions, mais en lien très, très étroit, là maintenant, avec les producteurs, notamment avec les maraîchers, pour imaginer des solutions collectives, hein, mais peut-être pas celles qui avaient été imaginées en phase un peu amont du projet. Voilà.